Ouais, je suis le gamificateur. Alors, ça vient d'où le gamificateur? Ça vient de gamification ou ludification. C'est utiliser l'outil game design, l'outil ludique, dans différents domaines et peut-être pour permettre de mieux faire passer un message. Par exemple, ça peut être en communication, en marketing, en pédagogie, en formation, etc. Mais j'ai presque envie de dire qu'il y a aussi une gamification plus profonde qui est peut-être une gamification de la société aujourd'hui. Et je peux vous le dire, même en France, hein, malgré une certaine culture pendant très longtemps, voire j'ai presque envie de dire qu'on est en train de se germaniser, parce que nos cousins germaniques sont très très joueurs, et très longtemps ils n'ont pas eu peur du jeu, alors que bon, en France on pouvait se poser des petites questions. Mais bref, et même une gamification de la vie. D'ailleurs, moi je pense que je me suis fait gamifier, comme ça là, boum. Depuis un bon bout de temps, peut-être depuis l'âge de 6 ans. Je dis 6 ans parce que je me souviens pas, je n'arrive pas à me souvenir avant, mais peut-être parce que c'est une raison. En France, on vous dit bon, écoute, c'est bien les jeux là pour apprendre différentes choses, mais à 6 ans, tu es à l'école maintenant. Donc si tu veux apprendre, tu vas à l'école. Le reste, les jeux, bah, ça sera vraiment pour t'amuser avec tes parents, tes potes, tes cousins, etc. Moi, à 6 ans, bah, en fait, j'ai eu une enfance, j'avais un père très sévère, pour qui comptait que l'école et le conservatoire, et le reste, c'était complètement anodin. Et bah, évidemment, le jeu, le sport, tout ça était mis de côté. Et quand je revenais de chez des copains, bah, évidemment, j'avais qu'une envie, c'était poursuivre le jeu qu'on avait fait, etc. Donc, je me suis mis à créer les jeux que j'avais vus chez mes potes, et puis à les modifier. Donc j'ai commencé à bricoler et à acquérir certaines compétences à ce niveau-là. Bon, j'ai pas trop envie de retrouver les prototypes de l'époque, sauf un qui a fortement marqué mes camarades. J'avais créé un flipper en carton avec des élastiques, des clous, des mâches, tout ce que je pouvais récupérer. J'avais la chance que mon père travaillait en plus dans une imprimerie, donc je récupérais beaucoup de feuilles, beaucoup de cartons, et je bricolais beaucoup avec ça. Et ce flipper, bah, c'était devenu la star auprès de mes camarades, et ils venaient chez moi à la maison pour jouer avec ce flipper. Et puis, un peu plus tard, les années passant, je découvre le jeu des jeux, qui est le jeu de rôle. Le jeu de rôle, pas le jeu de rôle. Le jeu de rôle, peut-être vous connaissez Donjons et Dragons. Qui connaît Donjons et Dragons ici? S'il vous plaît, levez la main. Ah, quand même, on va dire, allez, du 30%. Très bien. Qui a déjà joué à un jeu de rôle? Sur table, hein, bien sûr, genre Donjons et Dragons. Un petit peu moins quand même, c'est pas mal, hein, c'est pas mal, mais un petit peu moins. Le jeu de rôle Donjons et Dragons, par exemple, c'est aujourd'hui souvent considéré comme le père de tous les jeux, quel que soit le support, jeux vidéo, jeux de plateau, donc tous les jeux de table, livres dont vous êtes le héros, les escape games, qui foisonnent partout là, à Paris et un peu partout dans le monde. Donc j'avais dit aussi les jeux vidéo. Et on retrouve ces éléments de Donjons et Dragons, par exemple, les XP, les points d'expérience, les points de vie, les classes, etc. On les retrouve maintenant un peu partout dans tous les jeux. Ça a fortement influencé les aspects ludiques d'aujourd'hui. J'en parle parce que le jeu de rôle a amené beaucoup de choses. D'un point de vue du développement personnel, par exemple, moi, quand je me suis mis au jeu de rôle, bah, évidemment, j'ai tout de suite voulu maîtriser. J'ai voulu être maître de jeu. Bah ouais, j'avais envie de tout connaître, j'avais envie d'être Dieu, j'avais envie d'être l'arbitre suprême. Je voulais aussi être l'animateur, parce qu'un maître de jeu, c'est quand même un animateur, c'est celui qui va tout faire pour que ces joueurs, donc en général c'est 4, 5, 6 joueurs, reviennent le samedi d'après et aient envie de revenir. Donc placer un bon cliffhanger à la fin de la partie au moment où le big boss s'apprête à frapper le personnage principal et autres, et arrêter tout en disant bon, eh ben, c'était cool, c'était sympa, les pizzas étaient bonnes. Si vous voulez connaître la suite, eh ben, vous revenez la semaine prochaine. Euh, et puis évidemment, donc, maîtriser, animer, très vite, on a envie aussi de créer. Le jeu de rôle a cette force-là qui pousse très vite, de par des aspects littéraires, des aspects aussi mathématiques et logiques, les règles de jeu,
eh ben, on a envie très vite de créer ses propres scénarios, faire vivre des aventures, reprendre des éléments qu'on a vus à droite à gauche, souvent à la télé, à l'époque, ou même maintenant d'ailleurs, et reproduire ça le samedi soir. Là, je parle du samedi soir parce que c'était souvent le samedi soir, mais ça peut être à n'importe quel moment, et reproduire ça autour de la table avec ses joueurs. Donc moi, ça m'a poussé, et je ne suis pas le seul, je vous rassure, hein, je ne vais pas parler avec moi, ça a poussé à, d'abord, donc compulser ces livres de 200-300 pages, en anglais à l'époque. Donc du coup, bah, la compétence anglais s'est améliorée, c'est devenu ma meilleure matière au lycée et au bac d'ailleurs, et d'ailleurs j'ai fait une fac d'anglais. J'ai commencé à traduire, j'ai commencé aussi à écrire, et puis à m'intéresser vraiment aux mathématiques pour des histoires de probabilité. Et même si on utilise des dés, en fait, le hasard n'est pas si présent que ça. Et justement, avec les probabilités, ça permet de gérer ce hasard. Donc j'ai commencé à développer certaines compétences naturellement, sans faire attention, qui allaient être utiles plus tard dans différents domaines. Et d'ailleurs, aujourd'hui, vous savez, on est post-Revanche des Geeks. D'ailleurs, Gary Gygax, le créateur de Donjons et Dragons, l'un des créateurs de Donjons et Dragons, enfin c'est celui qui l'a le plus poussé en tout cas, est considéré par certains comme le grand-père des geeks. Et donc, le jeu de rôle, moi j'ai commencé à l'utiliser dans différents domaines. J'ai fait du management, j'ai commencé à mettre en place des paramètres de mes équipes pour savoir où chacun en était, etc. Ça, c'est un exemple. Et puis j'ai très vite, comme j'avais un père sévère, je n'avais pas fait trop de sport enfant, alors que j'avais absolument envie d'en faire. J'ai commencé l'escrime, puis très vite j'ai commencé à enseigner l'escrime. Et sachant que le sport est un jeu, hein, il y a des règles, un objectif, hein, c'est la définition très rapide du jeu. Et on a commencé à ouvrir un club en banlieue parisienne. Et comme tout club et association, il faut faire venir du monde. Il faut déjà garder le pool de licenciés qu'on a et faire venir toujours plus de monde pour faire vivre le club. Et avec les gamins, c'est venu un peu naturellement. J'ai commencé à distiller des éléments ludiques, des éléments de game design. J'ai commencé à leur dire, tiens, et si on utilisait, vous connaissez les jeux de rôle, les jeux vidéo, etc., et si on employait, par exemple, ces fameux points d'expérience, ces points de vie, des pouvoirs, etc. Et avec les gamins, on a mis en place, en fait, pour agrémenter les combats, on a mis en place tout un système qui fait que lorsqu'ils faisaient les combats, en fait, ils avaient l'impression d'être dans une sorte de jeu vidéo, dans un jeu de rôle. Et il y avait des éléments en plus narratifs. Je les poussais à faire des choses un peu théâtrales. Et donc, par exemple, ils avaient chacun 3 points de vie. Au lieu de marquer des points, ils avaient 3 points de vie. Donc, lorsqu'ils se faisaient toucher une première fois, ils pouvaient continuer à combattre, mais ils étaient blessés, donc ils devaient combattre en se tenant le genou, ce qui montrait un certain handicap. Puis, s'ils étaient touchés une deuxième fois, ils continuaient à combattre en se tenant la cheville, encore plus handicapant. Et puis, s'ils étaient touchés une troisième fois, l'adversaire arrivait avec des gestes théâtraux, avec une tirade et tout ça, il achevait son adversaire. Et il gagnait des points d'expérience, le perdant aussi quand même. Et avec ces points d'expérience, il gagnait des pouvoirs. Il pouvait acheter des pouvoirs. Donc, par exemple, le combat à 2 armes. Qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait l'arme vampirique, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il disait stop, j'utilise mon pouvoir arme vampirique et si je touche mon adversaire, je lui bouffe un point de vie et ça me soigne un point de vie à moi, etc., etc. Et là, les gamins, ils étaient comme des fous. Là, les gamins, je les ai gardés très longtemps. Très longtemps, ils ont réclamé souvent. On avait mis aussi en place un autre principe qui est corsaire contre pirate, c'est-à-dire deux pistes d'escrime qui étaient pratiquement côte à côte, qui représentaient chacun un bateau, et puis d'un côté les pirates, d'un côté les corsaires, et puis ils combattaient tous en groupe de chaque côté, limités par cet espace qui représentait la mer avec plein de requins. Il ne fallait pas qu'ils mettent le pied dessus, sinon ils tombaient à l'eau et puis ils étaient éliminés, etc., à moins qu'ils se fassent toucher avant par un adversaire. Donc tout ça, ça a permis déjà de gamifier le jeu. Donc le sport est un jeu, et là je gamifiais le jeu. Un peu, Et ça a été utilisé déjà dans certains jeux pour modifier, par exemple, que tout le monde connaît, le jeu d'échecs, qui est sympa, hein, qui est amusant, un certain amusement. Et quelqu'un a mis en place des règles qui permettent de changer complètement les règles et de rendre le jeu complètement fou. Ça s'appelle Tempête sur l'échiquier. Donc ça, c'est un élément de gamification encore du jeu.
Un autre élément, ça a été fait pour le ping-pong aussi, par exemple. Et puis finalement, ça a été fait pour pas mal de choses. D'ailleurs, merci à nos deux jeunes camarades, ils ont fait référence, ça m'a permis de mettre en place aussi une forme de sport de combat au sabre laser, parce que récemment, grâce à certaines technologies, des lames en polycarbonate, on peut vraiment utiliser des sabres laser comme arme de combat. Donc on peut vraiment parer les attaques adverses. Donc là, pareil, mettre en place ce sport, c'était comme une forme de game design. Et petit à petit, d'ailleurs en passant pas mal par l'escrime, avec des contacts, etc., j'ai commencé à travailler de façon professionnelle dans le jeu. On m'a demandé, bah, tiens, tu fais de la formation, tu enseignes l'escrime, mais tiens, tu pourrais pas, par exemple, à Paris 8, en sciences de l'information et de la communication, tu pourrais pas faire un cours sur le jeu, pousser les étudiants à créer un jeu, etc. Et ben, je dis, évidemment, il n'y a pas de problème. Donc j'ai travaillé dessus, et puis bah, préparer 8, ça a été des grandes écoles, alors plutôt qui amenaient vers le jeu vidéo, mais moi j'arrivais, je leur disais, non, vous n'allez pas faire un jeu vidéo avec moi, vous allez faire un jeu de plateau, ou un jeu de rôle, ou un livre dont vous êtes le héros, ou maintenant, récemment, parce que comme je disais tout à l'heure, ça foisonne, même mettre en place un escape game, alors de façon plutôt réduite quand même, hein. Et du coup, cette forme de jeu, le jeu qu'on appelle souvent sur table, ou le jeu tangible, et qui permet surtout de mettre en avant certains aspects sociétaux, c'est-à-dire se retrouver autour d'une table. D'ailleurs, ça s'est fait naturellement, je ne sais pas si vous vous souvenez, avec la console Wii. On s'est retrouvés tous devant un même support. C'était toujours du jeu vidéo, parce qu'on a cru longtemps que le jeu vidéo il allait tuer le jeu de société, hein, le jeu de rôle, etc. Et en fait, il y a quelques années, un peu plus de 10 ans, la console Wii, on s'est retrouvés devant un écran, un même support, et tout d'un coup, on s'est mis à jouer ensemble, bah, comme à l'époque, en fait. Comme à l'époque. Et les gens ils se sont dit, bah, tiens, mais en fait, on faisait déjà ça avant. Bah oui, avec les jeux de société. Et depuis plusieurs années, le jeu de société explose. Il explose en France, il explose dans le monde. Il y a quelques années, il y avait une cinquantaine de jeux de société qui sortaient en France. Aujourd'hui, c'est plus de 1000. Plus de 1000 jeux de société qui sortent en France. Et dans le monde, c'est la même chose. Ça explose. Il y a une société, une grosse société maintenant française qui avant faisait que du jeu de gamer, du jeu de rôle, etc., et qui devient leader du marché dans le monde. Pour vous dire un peu, les auteurs de jeux de société français, plutôt, on appelle ça plutôt des jeux de plateau, des party games, des jeux d'ambiance, etc., deviennent des auteurs connus dans le monde. Ils ne font d'ailleurs, c'est devenu leur profession. Je vous le dis, maintenant, il y en a qui ne vivent que du jeu de société. Et quand ils partent à droite, à gauche, à Essen en Allemagne, à Indianapolis aux États-Unis, à Tokyo, etc., ce sont des stars et ils signent des autographes pendant 2, 3, 4 jours. Donc il y a un réel changement. Évidemment, là j'ai parlé d'aspect plutôt, on va dire, hobby, mais dans le milieu du travail, il y a un gros développement du jeu. On demande de plus en plus le jeu. Je vous disais tout à l'heure, en France, pendant longtemps, on a dit, bon allez, les jeux c'est terminé pour apprendre, à peu près à l'âge de 6 ans, maintenant tu vas à l'école, etc. Ben, on s'aperçoit, depuis quelques temps, moi je me bats pour ça depuis très longtemps, que le jeu permet beaucoup de choses en s'amusant. Prendre du plaisir, par exemple, pour apprendre, en pédagogie, en formation, etc. Moi, de plus en plus, je suis consulté en entreprise ou des cabinets de formation qui me demandent, bah, tiens, quels éléments ludiques on peut mettre pour, par exemple, pour intéresser les employés d'une société concernant un nouveau produit qui va sortir dans 6 mois. Qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'on peut mettre un jeu en place? Oui, aucun problème. Du team building. Et ça, on le voit de façon plus flagrante avec les escape games, les live escape rooms. C'est mettre en place un jeu, pas obligatoirement d'ailleurs le live escape room, l'escape game, mais les faire travailler sur un jeu de plateau ou créer un jeu de plateau pour résoudre des conflits entre services qui font perdre de l'argent de façon conséquente. Ça a été fait au sein d'une grosse société française. Et la mise en place d'un jeu de plateau qui a permis des échanges avec ces services-là ont permis aux employés vraiment de se rendre compte des problèmes de communication en fait, entre services. Ça a été flagrant. Donc là, on voit que le jeu, mais en fait de façon naturelle, le jeu permet de résoudre beaucoup de choses. Et d'ailleurs, le jeu, naturellement, on le retrouve un peu partout, beaucoup dans les transports, tout le monde se met à jouer, ou presque.
grâce à ce qu'on a dans la poche, le smartphone, qui a amené aussi beaucoup de monde vers le jeu. Donc, le jeu s'immisce dans toutes les couches de la société et on le retrouve de plus en plus dans les entreprises. Et tout ça pour beaucoup de bienfaits, beaucoup de vertus. Et le jeu, je ne sais pas, le jeu c'est peut-être c'est une forme peut-être pour rester jeune. Merci.